Ça fait combien de temps que tu es à Paris? 13 ans. 13 ans. Depuis 2009. Et avant, j'étais à Casablanca, au lycée français à l'IOT, pour les connaisseurs. Et je me suis posé la question d'ailleurs, pourquoi le bouquin va jusqu'en 2011 et pas après? Est-ce qu'il y a une raison Ouais, j'ai choisi exprès 2011 parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées cette année-là. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais à Paris et en fait, il y avait à ce moment-là les grands frères et grandes sœurs d'amis qui étaient venus faire leurs études et qui terminaient, qui se sont fait un peu virer de France à cause de la circulaire Guéant, qui est une circulaire qui a obligé les étudiants étrangers à partir. Ça m'avait assez choquée à l'époque. Et en même temps, en 2011, il y a eu les printemps arabes et au Maroc, il y a eu une nouvelle constitution. Donc en France et au Maroc, il y a eu des trucs qui ont fait que j'ai eu envie de situer le roman à ce moment-là. Et en parlant de l'enfance, est-ce que tu te rappelles de la mort du roi Hassan II? Bien sûr, c'est un événement qui est assez, que j'explique, que je raconte dans le roman. Ça a été un événement, je me souviens, moi j'étais petite, alors c'est complètement une fiction ce roman, c'est pas une autobiographie, mais je me suis inspirée de certaines choses que j'ai vécues aussi. Et je me souviens, j'étais gamine, j'étais vraiment gamine à l'époque et je me souviens, mes grands-parents pleuraient, tout le monde avait peur et du coup moi je savais pas ce qui se passait et j'ai commencé à pleurer alors que, tu vois, quand t'es gamin tu sais pas ce qui se passe. Donc ouais, c'était un événement, puis on avait un peu peur. La royauté, c'est quand même un gage de stabilité au Maroc et la mort de Hassan II, les gens ont eu un peu peur et puis ensuite quand le nouveau roi est arrivé sur le trône, ça allait mieux, mais c'était un événement marquant en tout cas de ma jeunesse, de mon enfance. Ouais. Et dedans tu tacles un peu, tu dis c'est marrant cette façon d'appeler ça le Maghreb, de parler Maroc, Algérie, Tunisie, comme si c'était une unité alors que c'est 3 pays différents. Et c'est vrai que d'un coup tu te dis, c'est vrai que s'il y avait un mot pour dire France, Espagne, Italie, on trouverait ça étonnant aussi, c'est des cultures différentes. Quoi. Ouais, ça je t'avoue que c'était vraiment un ressenti parce que quand je suis arrivée du coup à 18 ans, j'ai eu un peu des remarques, t'es maghrébine, tu viens du Maroc, c'est chouette, j'ai un copain algérien, tu vois. T'es là genre, ok cool. C'est comme si un Américain te dit, tu viens de Paris, t'es française. Ah oui, je suis allée en Italie l'été dernier, tu vois. C'était tellement aberrant et je comprenais pas. Et en fait ici, c'est vrai qu'il y a une sorte de, on met tout dans le même sac, ils sont chouettes, ils sont folklore, puis on aime bien le couscous, tu vois. Et moi, ça m'a hyper choquée parce que déjà, je connais pas l'Algérie, la Tunisie. C'est des pays avec des richesses, des trajectoires différentes. Et c'est aussi pour ça que je voulais ce livre-là, avec ce titre-là. C'est une expression marocaine typique qu'on comprend dans le livre. Et je voulais vraiment montrer en fait à un public français que le Maroc contemporain, la jeunesse marocaine et pas le Maghreb parce que ça veut rien dire en fait. C'est comme si je disais de toute façon français ou belge, de toute façon c'est pareil. Là on le prendrait hyper mal. C'est pareil pour un Marocain où tu dis de toute façon les Algériens, la Tunisie c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Et le titre justement, la poule et son cumin, c'est quand même très énigmatique. Ça c'est pareil, c'est ce que tu dis, ça sonne folklore et tout, on sent bien que voilà. Mais pendant tout, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a ça? Et ça vient tard quand même dans le livre. À la fin. Et alors moi je l'ai interprété comme le beurre et l'argent du beurre. Alors la poule et son cumin, c'est une expression un peu du style le beurre et l'argent du beurre, mais ça veut pas dire ça exactement en fait. On comprend dans le bouquin, c'est un peu différent, mais c'est vrai que c'est imagé un peu comme le beurre et l'argent du beurre. Ce qui est sympa, je trouve, c'est que quand tu parles pas arabe dialectal, arabe marocain, qu'on appelle la darija, tu as envie de comprendre, tu es un peu curieux. Et quand tu comprends l'arabe marocain, ça te fait rire tout de suite. Moi, les réactions que j'ai eues des Marocains, c'est la poule et son cumin. Et du coup, ils me traduisent, et en marocain, c'est Djajab Kamounha, et ils me disent mais trop drôle et tout. Donc voilà, c'était un clin d'œil pour les deux. Pour quelqu'un qui parle pas arabe marocain, il a envie de comprendre. Et quelqu'un qui parle arabe marocain comprend tout de suite et ça le fait rigoler. Donc c'est... Alors 2 choses. 1, le désir d'écriture, comment est-il venu? Et 2, est-ce que tu n'aurais pas du chocolat par hasard? J'ai tellement du chocolat, j'ai toujours du chocolat. Je vais t'en donner un petit carreau. J'en ai toujours sur moi, c'est un peu une marque de fabrique tellement que mes amis se fichent un peu de moi parfois. Mais ils sont bien contents d'en avoir toujours. Et c'est aussi une nécessité pour l'écriture. Merci.
L'écriture, je trouve que moi personnellement c'est un peu un rapport au monde. Enfin, je prends tout le temps des notes. D'ailleurs, c'est même un peu chiant. Quand par exemple je vais avec des amis au ciné, je vais toujours être là à sortir un peu mon tel pour écrire des petits dialogues ou des trucs. C'est une façon aussi quand il y a un truc qui se passe et qui est un peu dur ou bien juste un jour un peu compliqué ou quoi, j'ai besoin de sortir ça par écrit. Et puis ça fait hyper longtemps que j'écris, je sais pas, vers 7-8 ans peut-être qu'il y a eu un événement un peu fondateur. J'étais en vacances chez ma grand-mère et c'est un peu grâce à elle que j'ai aimé, que j'ai cette relation avec la littérature. On avait une bibliothèque qui était immense, elle me lisait tout le temps des histoires. Et un jour, je sais pas, j'avais écrit une petite histoire de 2 pages, mais un truc complètement basique, tu vois. Et je lui ai lu, et là, elle a un peu ce regard, tu sais, t'as des regards comme ça qui sont un peu, que t'oublies pas. C'est des regards qui durent une éternité presque, et elle me regarde et elle me dit... j'ai hâte de lire tes livres, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un truc... Quel âge, j'avais 7-8 ans, enfin un truc, tu sais, j'ai vraiment écrit un truc basique. Et en fait, ça m'a complètement marqué. Et j'ai un peu ce truc qui me reste en tête à chaque fois que j'écris. Et j'ai un copain qui m'a dit un truc la dernière fois, ça m'a fait rigoler. Il m'a dit, ah ouais, mais parce qu'il adore la boxe. Il me dit, mais en fait, c'est comme quand t'es un boxeur et tu regardes toujours, t'as toujours le regard avec ton coach. En fait, ta grand-mère, c'est un peu ton coach de boxe. Je trouvais ça marrant. Mais c'est vrai qu'il y a ce regard que j'ai. Là, elle est partie depuis quelques années, mais j'ai un peu ça toujours avec moi, quoi. Peut-être que s'il y avait un truc fondateur, ce serait ça. Mais sinon, c'est vraiment, j'ai toujours un peu un stylo et un carnet. Et quand tu dis que t'écris au ciné, t'écris pendant le film ou t'écris avant ou après le film ? C'est un peu désagréable pour les gens autour de moi que je sorte mon téléphone, donc j'essaie de garder en tête les phrases. Mais t'arrives pas à te raisonner, à dire non mais c'est bon, je m'en souviendrai en sortant. On s'en souvient jamais, moi. À chaque fois, je suis frustrée. Ouais. Et du coup, quand... J'apprends. Ouais, mais c'est bon. Et en plus, alors, ça se marie particulièrement bien. Ça, c'est quand même un des grands secrets de la vie. Chocolat et café. Chocolat café, quoi. Non, mais ça, c'est le secret du bonheur. Ouais, et en même temps, ça marche pas toujours. De temps en temps, j'ai envie de me faire une orgie de chocolat café. Faut du noir. Et en fait, il y en a trop, je sais pas, peut-être ça dépend de ce que j'ai mangé avant et tout, et ça marche pas. Mais de temps en temps, c'est juste la meilleure combinaison du monde, quoi. Bah ouais. Quand t'écris, tu bois beaucoup de café ou pas ? Ouais. C'est important. Ça te rend pas un peu hystérique, genre t'es pas en train de t'acharner sur ton clavier comme une folle ? Non, ça va. J'ai toujours ma tasse de café. Après, moi, mon truc, c'est que je prends du café vraiment allongé, tu vois. Donc, comme ça, je peux en avoir tout le temps et la caféine est dosée, est assez... il y a 2 écoles, tu sais, pour le café. Il y a ceux qui le boivent très très chaud et ceux qui le boivent très froid. Moi, c'est tiède. Ouais. Donc, j'aime bien entre deux. Et du coup, toujours une tasse de café et du chocolat, même si j'en mange heureusement, je finis pas une tablette par jour quand même, mais il faut qu'il soit là parce que tu vois, sinon je suis pas bien. Faut que la tablette soit pas loin et du coup... Alors il y a un livre dont tu parles dans ton livre, justement, là quand tu parlais de ta grand-mère et que la grande bibliothèque chez tes grands-parents et tout ça. Ligne de Paris. Exactement. Je crois que t'es venu avec. Écoute, oui, je l'ai parce que... Alors, pour ne rien te cacher, c'est un des rares trucs qui sont vrais dans le roman, parce que c'est quand même une fiction. J'ai même une photo avec ma grand-mère où j'étais petite. Et en fait, j'ai les grosses joues toujours, et cette photo, je l'adore. C'est qui à côté ? C'est toi ? C'est ma grand-mère et c'est moi, ouais. C'est putain trop. Moi, bébé, bébé. Et en fait, c'était un jour où j'étais en train d'écrire le bouquin et je sèche. À un moment, j'arrive plus. Je me dis, mais où va aller l'histoire ? Et du coup, je prends un peu l'air, je regarde un peu les bouquins et tout. Et quand ma grand-mère est partie, j'ai hérité de quelques bouquins à elle, dont ce livre. Et en fait, je l'ai pris un peu, je l'ai feuilleté et j'ai trouvé des annotations d'elle. Et ça m'a un peu remis dans le truc, tu vois. Et je me suis dit, je vais le faire rentrer dans l'histoire, ce roman, ce recueil. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du livre avec les lettres que Kenza met
Alors voilà, il y a ça qui est vrai dans le bouquin, et il y a le surnom que je donnais à ma grand-mère, Mamizou. C'est un peu un petit clin d'œil, vu que c'est grâce à elle que j'aime autant la littérature et les mots. C'était un petit clin d'œil, une partie de moi que j'ai mis dans le bouquin, sachant que le reste est inventé, parce que voilà, c'est cette histoire, cette amitié, tout ça, on va laisser passer le camion. Je les ai pas vécus, c'est pas moi, c'est une histoire qui fait que je peux aussi raconter plein de choses, mais le bouquin et le surnom de ma grand-mère, ça c'est deux choses qui sont vraies. Par rapport à l'histoire, enfin le rapport à l'autre en fait, au final, ça c'était un thème qui me tenait à cœur, parce que quand je suis arrivée en France, je m'attendais pas à vivre un choc culturel, tu vois, parce que en fait moi j'ai une double culture depuis toute petite, il y a beaucoup de Français au Maroc, j'étais au lycée français, etc. Et puis quand je suis arrivée à Paris, il y a quand même eu un choc culturel, notamment je me suis rendu compte qu'on me prêtait une nouvelle identité que je connaissais pas moi-même, qui était, tu vois, j'ai eu des questions du genre ah mais t'as enlevé ton voile parce que t'es dans un pays laïque, ou bien ah mais tu parles bien français, t'as pas d'accent, tu vois. Et en fait ça m'a un peu choquée, et je me suis dit mais tiens, en fait on me donne tu vois, on me fait rentrer un peu dans une sorte de stéréotype, et après on se rend compte assez vite qu'il est faux, et je trouve qu'il y a un écrivain qui parle très bien de ça, c'est Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un écrivain qui a écrit Americana, et qui dit, même dans ses prises de parole, mais dans son roman, son personnage vient du Nigeria et arrive aux États-Unis, tu vois. Et elle dit, la première fois que je me suis sentie noire, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis. Et moi, c'est un peu ça, quoi. La première fois que je me suis sentie arabe, tu vois, c'est quand je suis arrivée en France. Et j'étais là, genre. Et en plus, ce stéréotype-là, cette identité-là, elle n'est pas neutre. Je me suis rendu compte qu'elle était négative, et je trouve que, et c'est ce qu'elle dit dans son livre et dans ses prises de parole que je trouve très juste, elle dit l'importance de la littérature, c'est que ça te montre la complexité du monde en fait, et ça te permet de pas tomber dans le danger de l'histoire unique, parce que quand tu as un stéréotype, tu mets tout le monde dans un même sac. T'as l'impression que voilà, de toute façon les Arabes ils sont comme ça, les Maghrébins ils sont comme ça, les Méditerranéens ils sont... Et quand tu suis par des personnages des vies, tu te rends compte qu'en fait c'est beaucoup plus complexe, et que tu peux avoir des identités qui sont plurielles, et l'image que tu as de quelqu'un, bah, elle est peut-être un peu plus... Il n'y a pas une histoire unique, il y a plusieurs histoires, et c'est ça qui est chouette, quoi. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le bouquin, c'est dire un peu aux gens, venez, on va voyager ensemble au Maroc, et je vais vous montrer ce que c'est qu'une femme qui a grandi, ou des femmes qui ont grandi au Maroc, ou qui ont grandi dans cette double culture-là, et c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, quoi. Et je trouvais que c'était chouette de montrer ça, parce qu'en fait c'est ça pour moi la littérature, c'est tu t'embarques dans un voyage avec des personnes que tu n'aurais peut-être pas l'occasion de rencontrer. Moi j'adore faire ça, me décentrer, par exemple je vais lire des livres sur l'Inde, sur le Japon, alors que je suis jamais allée au Japon, un truc comme ça, et tu as l'impression en fait de vivre leur vie et de comprendre des trucs que tu n'aurais pas forcément compris, parce que juste tu n'y es jamais allé. C'est de l'ignorance, c'est pas de la méchanceté, tu vois. Et la littérature ça permet de voyager, du coup. Alors là, tu cites Americana. Est-ce qu'il y a d'autres bouquins qui t'ont inspiré, ou que tu avais un peu en tête, ou avant ou pendant que tu écrivais ce roman-là en particulier? Bah, tu vois, par exemple, j'ai adoré L'Art de perdre de Alice Zeniter, où c'était un peu ça. Tu vois, ce que je te disais, c'est que moi, je connais pas la Tunisie et l'Algérie. Et ben, grâce au livre d'Alice Zeniter, j'ai découvert l'histoire des harkis, la relation aussi à la France, etc. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et ça m'a fait découvrir vraiment tout un pan un pays, un pan que je connais pas, tu vois. J'ai adoré Le Dieu des petits riens de Arundhati Roy, qui parle un peu de l'Inde avec justement ses problématiques sociales, etc. J'ai découvert aussi tout un monde, c'était chouette, et c'est ça que j'aime bien. Donc il y a des livres comme ça. Après, par rapport j'ai toujours en tête des auteurs ou des bouquins que j'adore, c'est plus des styles d'écriture. Par exemple, moi, un de mes livres préférés, c'est Noces de Camus, parce qu'il y a un côté hyper lumineux, hyper charnel, de rapport à la mer, la Méditerranée. Moi, je me retrouve un peu. Enfin, voilà, les bouquins de Marguerite Duras, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, il y
un peu tout ça. De toute façon, tu as toujours les gens que tu aimes, les écritures, les écrivains que tu adores, pas forcément en tête, mais en toi, quand tu écris. Ouais, ne serait-ce que parce que ça t'a apporté dans le passé les lectures et tout, même si tu te souviens même plus spécialement de les avoir lus ou dans quel bouquin ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Et tu parles aussi de ton rapport, quand tu es arrivé à Paris. Quand tu t'es installé à Paris, c'était la première fois que tu venais à Paris? Non. Ou t'étais déjà venu avant? Non, je connais bien. Enfin, moi, j'ai de la famille qui vit à Paris. Je suis venue plusieurs fois en vacances. C'était un peu, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, et puis c'est plus très vrai parce que maintenant, souvent quand tu fais tes études, il n'y a pas de système public éducatif marocain fort. Du coup, souvent les gens sont dans des systèmes, soit français, soit américains, soit italiens, soit espagnols, soit bilingues. Et du coup, souvent quand tu es au lycée français, tu viens en France pour faire tes études. Maintenant, de plus en plus, c'est les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne. Mais moi, c'était un peu normal de venir à Paris, d'aller en France. Je connaissais déjà Paris plusieurs fois avec mes parents, mes grands-parents. Mais c'est juste que tu vois, comme je connaissais, j'avais cette impression de connaître. Tu pensais qu'eux aussi te connaissaient? Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Je trouve ça je trouve ça un peu aberrant qu'on n'apprenne pas la différence entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et puis les anciennes colonies françaises. C'est l'histoire de la France, tu vois. Moi, j'apprenais les régions françaises au Maroc, tu vois. Bon, j'étais au lycée français, ok, mais quand même, tu vois. Et je trouve que c'est un peu, même pour le bien-être du climat social en France, il faudrait apprendre la différence entre les trois pays, mais pas que. Oui, je m'attendais pas à une certaine. Je ne m'attendais pas à avoir un choc culturel. Mais je pense que c'est pas seulement le fait que ce soit l'Afrique du Nord. C'est que j'ai une culture qui est hyper méditerranéenne, tu vois. Et par exemple, je suis allée, je me suis un peu inspirée de ça là-dessus, mais j'ai vécu un peu en Italie et il n'y avait pas de choc culturel parce que en fait c'est très méditerranéen aussi, tu vois. Les gens sont très. Peut-être que c'est comme ça aussi dans le sud de la France, je sais pas, je connais pas, mais voilà. Forcément. Je me suis. De toute façon, tous ceux qui viennent à Paris, même ceux qui viennent du sud de la France ou quoi, on s'habitue à Paris. C'est quand même il y a des codes, c'est très particulier comme ville. Ouais. Est-ce que tu as un rituel d'écriture? Ouais, alors du coup, je peux écrire un peu n'importe où. J'ai pas besoin d'un endroit particulier. Je suis un peu tout terrain là-dessus. Par contre, j'ai besoin de ma musique. J'ai besoin de mettre des écouteurs, d'être un peu dans ma bulle, histoire de me retrouver. Je me mets du Leonard Cohen et c'est parti. J'ai aussi besoin d'avoir du café, du chocolat pas loin et mes lunettes. Je me suis rendu compte que j'en avais besoin, c'est vraiment pour écrire et pour lire, mais j'ai mon petit rituel avec mes lunettes, mes écouteurs, ma musique et puis c'est parti. Est-ce que tes lunettes ont besoin d'être stylées? Genre c'est des lunettes non, pas du tout. Alors vraiment c'est des glam. Lunettes de base. D'ailleurs je les ai cassées il n'y a pas longtemps. Est-ce que quand tu écris dans ton rituel, tout ça, est-ce que tu as des porte-bonheur, des petits gris-gris, des trucs comme ça? Alors j'ai pas de gris-gris, mais j'ai 2 stylos que j'aime beaucoup parce que c'est mes sœurs qui me les ont offerts. Un premier où j'ai 2 petites sœurs. La première petite sœur avec son premier salaire m'a acheté un super stylo avec une citation du Petit Prince, donc ça je l'adore. Et ma deuxième sœur, quand elle a su que je me faisais publier mon roman dans la collection La Grenade chez Lattès, m'a offert un stylo avec dessus le titre du roman, La poule et son cumin. Voilà, donc c'est 2 stylos que j'adore avoir avec moi. C'est mignon. Ton livre de chevet, est-ce que tu en as un ou pas? Le livre de chevet change tout le temps parce que du coup j'ai plusieurs livres de chevet, c'est en fonction du livre que je lis. Là actuellement je relis Noces de Camus que j'aime beaucoup, qui est un livre que j'adore, que j'ai d'ailleurs avec moi. Allez, vas-y, montre-le aussi. C'est un livre de sac même, pas un livre de chevet parce que je l'ai tout le temps. Il y a des choses que. Moi j'ai un gros tic, c'est que j'écris sur mes bouquins. D'ailleurs, mes amis détestent emprunter mes livres parce que j'ai des cœurs, des jolis, des trucs. Mais moi, j'adore parce que, en fait, je sais exactement ce que j'aime bien. Donc là, tu vois, par exemple, je prends par hasard, il y a plein de trucs, il y a plein de cœurs. Donc là, par exemple, il y a un passage que j'ai aimé. C'est, par exemple,
Je comprends que toute mon horreur de mourir tient dans ma jalousie de vivre. C'est dans la mesure où je me sépare du monde que j'ai peur de la mort, dans la mesure où je m'attache au sort des hommes qui vivent, au lieu de contempler le ciel qui dure. Enfin voilà, il y a plein de petits passages que je trouve super beaux. Par exemple, ça, il y a plein de cœurs aussi. Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à résoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaine les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà tout. Enfin, tu vois. Ça, c'est un de mes romans préférés. Donc là, je suis en train de le relire et ça me donne tout le temps la chair de poule. Ah ouais. Et est-ce que être lu, ça t'a fait quelque chose de particulier ou, enfin, j'imagine que oui, mais qu'est-ce que ça a provoqué en toi là, c'est vrai qu'il y a une différence entre écrire et être lu. Faut se permettre. En fait, il y a un truc en littérature, c'est qu'il faut jamais s'auto-censurer parce que sinon c'est pas bon comme écriture. Et du coup, faut pas se dire ah non mais je peux pas écrire ça, mais je peux pas dire ça, mais tu te rends compte. Et du coup, moi je me permets vraiment d'être hyper libre dans l'écriture. Et du coup, là, le fait de me dire ah tiens, je vais être lu, c'est vrai qu'il y a un peu un truc de, c'est pas, enfin je vais être lu par n'importe qui ou par tout le monde. Enfin, j'ai envie d'avoir les réactions des gens, mais c'est 2-3 personnes où tu stresses un peu, genre mon père et mon grand-père, tu vois. Alors je suis là genre merde, mon père va lire. Mais bon, à un moment, faut dépasser ça et du coup, ça peut même de toute façon, ils ont déjà lu, ils sont très fiers de moi, donc c'est chouette. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit stress de me dire, je parle de choses qui sont quand même assez crues. Donc voilà, t'as 2-3 personnes, tu te dis bon. Mais au final, ça s'est très bien passé. Oui, d'ailleurs, la sexualité, c'est aussi un truc dont tu parles beaucoup dans ce bouquin. C'est important pour moi de parler du désir et du rapport au corps, et notamment avec un point de vue de femme. Parce qu'on parle tout le temps des femmes et les femmes pensent ça, les femmes veulent ça. Et en fait, on leur donne jamais... pas assez, je trouve, la possibilité de prendre la parole pour elles-mêmes. Et du coup, j'avais vraiment envie que ce soit des personnages féminins qui parlent de leur intimité à elles, de leur rapport au désir, au corps. Et je trouve qu'il faut de plus en plus donner aux femmes la possibilité de s'exprimer, chacune avec sa construction à elle. Et chaque femme est différente. Fatiha, dans le roman, ne se construit pas de la même manière que Kenza, et puis il y a plein d'autres personnages. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment chacune vit son intimité avec son histoire. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ton roman, ça serait lesquels? Pour décrire mon roman? Ouais, enfin ton roman en 3 mots, que ce soit pour le décrire ou peut-être pour l'atmosphère, Écoute, moi pour moi c'est un peu à l'image du Maroc et de la jeunesse marocaine, mais je dirais même en un mot, je dirais incandescent, parce que dans incandescent il y a de la chaleur, il y a de la lumière et il y a le côté à vif, tu vois. Et je trouve que le Maroc, comme la jeunesse marocaine, comme mon roman, ont un côté incandescent, c'est une envie de vivre, une envie de se libérer des carcans, à la fois des carcans du Maroc avec cette société rigide, ces lois qui sont un peu désuètes, et puis à la fois les carcans, peut-être la France qui essaie de les mettre dans des carcans, l'immigration, telle est des origines. Donc c'est une façon de se libérer des carcans, et incandescent, j'aime bien. Et si tu devais parler du Maroc en 3 mots, 3 mots pour décrire le Maroc? Pareil, incandescent. Et c'est marrant, du coup, je me dis, c'est aussi un peu le concept de la grenade. Incandescent. Non, mais là, tu vois, il y a aussi ce truc un peu explosif, à la fois très positif, tu vois, le fruit, le machin. Et à la fois hyper violent. Ouais, explosif, violent et tout ça. C'est pour ça que moi je trouve ça génial d'être publié chez La Grenade, parce que pour moi c'est la collection dans laquelle mon roman a le plus sa place, parce que c'est... En fait, l'ADN de La Grenade et l'ADN de mon roman sont les mêmes. C'est donner corps et donner voix à une jeunesse, à une envie de vivre, à une liberté.
Et c'est ça qui est chouette. Et la Grenade, c'est des voix explosives. Mon roman, c'est aussi cette envie d'exploser les carcans. Donc c'est nickel. Et comment tu décrirais la jeunesse marocaine? Donc incandescente. Incandescente. Ça va être le mot de l'entretien, de l'interview. Non mais je trouve ça, je suis fascinée tout le temps parce que, par exemple, tu vois, il y a le rapport à la musique, le rapport à l'écriture de plus en plus. Enfin, la musique, c'est incroyable. Il y a un mélange de genres. T'as les gnawa, les percussions marocaines avec le jazz, la soul, le rock. T'as des gens qui chantent en arabe, en français, en anglais, en espagnol. Enfin, c'est une jeunesse il y a plein de créativité, de volonté de création. En même temps, c'est paradoxal parce qu'il y en a qui veulent en même temps s'émanciper, en même temps ont peur de perdre leur identité. Donc parfois il y a un retour à un conservatisme pour certains, parfois pas du tout pour d'autres. Enfin c'est haut en couleur. Tu vois. Avec qui tu rêverais de dîner en tête à tête? J'imagine quelqu'un de vivant, Ngozi Adichie. Moi j'aimerais bien dîner avec elle si j'ai l'occasion parce que je trouve qu'elle a vraiment un rapport au monde qui est hyper intéressant. Elle est à la fois hyper à l'aise avec cette identité plurielle, à la fois elle dit des choses très justes et pour moi elle incarne un peu l'optimisme qu'on pourrait peut-être avoir à notre époque où en fait maintenant de plus en plus de gens ont cette double culture, même une triple culture. Enfin moi je suis has-been avec ma double culture, j'ai une copine qui est, tiens-toi bien, franco-britannico-bangladeshi, tu vois. Et elle parle 6 langues, et en fait je pense que c'est de plus en plus ça qu'on va avoir dans notre monde. Et il y a un bouquin d'Amin Malouf que j'adore qui s'appelle Identité meurtrière, qui est un essai super et qui dit, enfin, c'est des personnes comme ça qui ont des identités plurielles. Au début c'est dur à vivre parce qu'il faut que tu te comprennes, que tu t'acceptes et tout. Mais si tu arrives à t'accepter, ben en fait tu deviens des passeurs de civilisation, de culture et des ponts en fait. Et je trouve ça hyper beau et hyper vrai. Et cette auteure, Ngozi Adichie, je trouve qu'elle en parle hyper bien. Donc si un jour j'ai l'occasion. On essaye de trouver son adresse. Voilà, s'il te plaît, c'est chouette. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un mot à adresser aux lecteurs de La Grenade? Bah écoutez, j'espère que vous allez aimer le roman. Je vous confie Kenza, Fatiha, les autres personnages de mon livre. Prenez-les par la main, soyez indulgents avec eux parce que maintenant ils vous appartiennent aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.